siècle presque entier plongé dans ce qu'on appelle couramment le siècle, pour l'Angleterre, le siècle des révolutions. Révolutions dans tous les domaines, y compris dans celui de la pensée politique, comme en témoigne l'exemple d'un auteur particulier sur lequel je m'appuierai pour essayer de montrer qu'avec lui commence, je crois, je ne suis pas le seul à le dire ou à le penser, même si certains le contestent avec de bons arguments, la modernité politique, parce que justement, il est le penseur, je crois, par excellence, du lien social tel que nous l'entendons aujourd'hui dans le cadre de l'État démocratique, de l'État de droit dans lequel nous vivons. Et donc, j'articulerai mon propos autour de trois moments. J'évoquerai d'abord la théorie des passions qui fonde la théorie politique de cet auteur, que je n'ai pas encore nommé. Il s'agit donc de Thomas Hobbes, H-O-B-E-S, je pense que vous en avez tous entendu parler. Cette théorie des passions donc, est au fondement de sa théorie politique. Ensuite, j'évoquerai la nature du contrat social, dont il est le premier théoricien, avant Jean-Jacques Rousseau, qui connaissait fort bien ses écrits, qui s'en est inspiré, qui les a critiqués aussi. Rousseau parlait du méchant Monsieur Hobbes, le méchant Monsieur Hobbes. Bon, c'était une manière de prendre ses distances vis-à-vis de quelqu'un dont il ne partageait pas tous les présupposés éthiques ou moraux, mais dont il ne voulait pas justement se montrer trop proche. Et puis j'examinerai dans un dernier temps les conséquences du schéma contractualiste, ce schéma du contrat social, en termes de liberté, de droits et de libertés pour le citoyen d'un État moderne, donc lié aux autres par ce qu'on appelle le lien social. Au fond, le lien social, il en est souvent question dans l'actualité française en particulier. On évoque souvent ce thème, le lien social, le pacte républicain, le pacte démocratique, le vivre ensemble. Quels sont les fondements de ce vivre ensemble? Qu'est-ce qui nous justifie de vouloir vivre ensemble? Alors c'est une question qui pendant longtemps a été, jusqu'à ce qu'un certain Thomas Hobbes la reprenne à nouveau frais, c'est une question qui allait de soi, Pour les Grecs, les Romains et toute la tradition issue de cette culture antique jusqu'au XVIIe siècle, il est naturel à l'homme de vivre dans une cité, dans un État, dans une république, une polis en grec ou une civitas en latin. C'est dans le cadre de la police, ou de la pas CE, mais avec un S ou un sigma à la fin, c'est dans le cadre de la cité que nous nous accomplissons, que notre destin s'accomplit en tant qu'êtres humains. Il nous est naturel de vivre les uns avec les autres, aux côtés des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et donc on n'imagine pas qu'on puisse vivre hors cité, si je puis dire. Et c'est justement cette idée qui n'a pas disparu, qui est peut-être d'ailleurs justifiée, ça à chacun d'en juger selon sa morale personnelle ou sa vision de la vie. C'est ça que Hobbes, H-O-B-E-S une fois de plus, que Hobbes va mettre en question. Et c'est un des aspects essentiels de la révolution qu'il va opérer dans le domaine de la pensée politique pour en arriver justement à théoriser le contrat social qui portera ensuite d'autres appellations. Je crois que maintenant on pourrait dire le lien social. Donc le contexte, c'est celui de l'Angleterre du XVIIe siècle, autrement dit de ce siècle des révolutions, dans la mesure où, par un effet de perspective tout à fait naturel et qui correspond à une vérité historique, l'expérience révolutionnaire qui a été au cœur de ce XVIIe siècle anglais rejaillit sur la plupart des domaines de la vie politique, sociale et culturelle. Tout paraît lié à cette expérience, y conduire ou en découler. Ce sont en apparence, comme vous le savez certainement, deux révolutions apparemment distinctes, mais qui sont liées l'une à l'autre, que traverse alors l'Angleterre.
La première révolution d'Angleterre couvre les années 1640 à 1650. Elle est marquée par une longue guerre civile qui aboutit à l'arrestation, au procès et à l'exécution du roi Charles Ier en 1649, donc un siècle et demi avant notre propre régicide. Il y en a eu un en Angleterre et il était fort bien connu en France, un siècle et demi après. On s'en souvenait, le malheureux Louis XVI avait très présent à l'esprit, et comme tous ses contemporains, le souvenir de ce régicide. Cette période de la Première Révolution comprend un intermède républicain. On oublie parfois, ou on ignore en France, que l'Angleterre a été une république pendant un nombre limité d'années. Un intermède républicain de 10 ans, auquel s'identifie le protectorat d'un homme d'une personnalité exceptionnelle et assez connue, qui s'appelle Cromwell. Et la Seconde Révolution occupe, elle, quelques mois à peine, si l'on accepte les affrontements d'Irlande qui en résultent. Elle est relativement peu sanglante, cette Seconde Guerre civile. On l'appelle la glorieuse, pour cette raison sans doute, la glorieuse Révolution. Elle a lieu en 1688-89. Et cette Seconde Révolution, elle semble, à juste titre d'ailleurs, clore une ère dans l'histoire de la monarchie anglaise. Elle fait passer la monarchie anglaise de la période, disons, de la monarchie absolue de droit divin à l'ère de la monarchie parlementaire. Et donc elle a beaucoup de titres, cette Seconde Révolution, à être dite glorieuse, en tout cas aux yeux des Anglais. On pourrait dire aussi que cette période révolutionnaire dans l'histoire anglaise, c'est la période d'une crise qui a été très largement une crise d'identité. Une crise d'identité nationale, avec à la flexion des problématiques qui affectent le pays, deux facteurs fondamentaux qui sont le facteur politique au sens étroit, c'est-à-dire constitutionnel du terme, et le facteur religieux. Comme par hasard, hein, d'ailleurs on voit quand la politique et la religion s'entremêlent comme ça, c'est souvent contemporain d'une crise d'identité nationale, et c'est parfois aussi l'origine d'une crise d'identité. Nous en savons quelque chose. La querelle qui agite les esprits pendant la plus grande partie de ce siècle, elle porte sur la juste interprétation de la Constitution de l'Angleterre, et elle connaît son épilogue avec donc cette glorieuse révolution qui se traduit par le couronnement de Guillaume d'Orange et de Marie, après qu'ils ont, en 1689, après qu'ils ont déclaré accepter le Bill of Rights. Vous avez sans doute entendu parler de ce Bill of Rights qui a été adopté par le Parlement, qui est en quelque sorte, dans ce pays qui n'a pas de constitution écrite, qui est le Royaume-Uni, c'est ce qui se rapproche le plus d'un texte constitutionnel écrit, c'est-à-dire une liste de choses à faire ou à ne pas faire quand on traite de la Constitution. Des ambiguïtés qui étaient perceptibles depuis très longtemps, qui touchent à la nature même du régime politique, trouvent, avec cette glorieuse révolution, une solution qui est provisoire, certes, puisque le propre de cette constitution non écrite, c'est d'évoluer sans cesse, mais une solution qui est promise à une certaine durée. Et le fait que la religion fournisse l'occasion de ce tournant renforce le sentiment que se produisent alors les ultimes soubresauts d'une histoire qui, en fait, a commencé un siècle et demi plus tôt. Les historiens donnent des explications, des interprétations extrêmement diverses de ces révolutions, mais aucun ne méconnaît, parce que ce serait aller contre l'évidence, ne méconnaît l'importance décisive du facteur religieux. Au premier rang des causes de la première grande révolution, qui abattra donc temporairement la monarchie, figure la politique menée par le roi Charles Ier
politique qui tente à effacer toute trace de puritanisme de la vie de l'Église d'Angleterre, cette Église nationale séparée de Rome depuis donc un siècle et demi, ou presque, effacer toute trace de puritanisme et instaurer une stricte discipline ecclésiastique. À quoi s'ajoute la volonté de revenir à la pompe et au faste liturgique traditionnel, d'embellir les églises, de valoriser le contenu sacramentel du culte plutôt que la prédication, et aussi le souci de l'autorité. L'autorité de l'épiscopat sur le clergé et l'autorité de la monarchie sur la société avec l'appui de l'Église. Autrement dit, ce qu'on appellera en France une alliance du trône et de l'autel un peu plus tard. Et ces orientations, bien sûr, heurtent de front les différentes tendances au sein du protestantisme anglais qui se rattachent d'une manière ou d'une autre au courant que l'on appelle, d'une appellation d'ailleurs très élastique et trop élastique à beaucoup d'égards, parce qu'on emploie le mot un peu à tort et à travers, le courant puritain. Indissociable des tentatives de renforcement du pouvoir royal menées par Charles Ier et ses ministres, ces orientations cristallisent une opposition qui prend très rapidement une coloration politique. En même temps que le papisme ou crypto-papisme du roi est dénoncé, la subversion de la Constitution, dont il serait un aspect, est également stigmatisée. Et dès lors vont être associés deux thèmes qui sont au cœur des événements révolutionnaires: la défense du protestantisme et la lutte pour le respect des libertés anglaises, qui passe par l'affirmation des droits du Parlement face à un pouvoir royal qui est toujours soupçonné des plus noirs desseins. C'est la guerre avec l'Écosse, provoquée par la décision de Charles Ier d'imposer aux presbytériens écossais l'usage du livre des prières publiques anglican, qui, en 1640, va déclencher la crise politique qui est latente depuis longtemps et donc provoquer l'enchaînement d'événements qui déboucheront bientôt sur la guerre civile. Et dès lors, un champ d'expérience sans précédent va s'ouvrir pour l'Angleterre, dont l'effervescence des théories et des projets de toutes sortes qui voient le jour à ce moment-là est un des signes. Face au discours sur les libertés et les droits individuels, la primauté des lois, la légitimité de la résistance à la tyrannie, une argumentation se déploie qui vise à justifier la soumission aux puissances établies, l'obéissance aux ordres reçus des supérieurs, l'acceptation d'un pouvoir de gouverner sans partage ni limite de principe. Alors, est-ce qu'il faut ranger Thomas Hobbes, dont j'ai prononcé le nom déjà au moins 2 fois, dans le camp des royalistes au moment de la première révolution, donc de la guerre civile, dans la mesure où il passe pour le théoricien de la souveraineté absolue, peut-être lui-même s'est dit royaliste, il l'a dit à diverses reprises. Cela étant, alors Hobbes, je rappelle quand même rapidement, c'est un homme qui est né en 1588 et qui est mort en 1679, très âgé, donc surtout pour l'époque, 91 ans. Il est né, c'est exceptionnel pour l'époque, il est né, pourrait-on dire, à la Renaissance, et il meurt à l'époque des Lumières, parce que les Lumières, elles sont déjà largement entamées, si je puis dire, en 1679. Newton est déjà actif en 1679, il est adulte, et Hobbes, donc c'est un fils de pasteur, un petit pasteur, on dirait un petit pasteur de campagne, mais il a fait d'excellentes études à Oxford grâce à un oncle fortuné, et toute sa vie durant, il a été tuteur, précepteur
au sein d'une famille aristocratique, une grande famille aristocratique qui avait des liens avec la cour, d'ailleurs avec la cour royale. Et donc il a élevé les héritiers successifs pendant 60 ans et plus, les héritiers successifs de cette famille, ce qui lui a donné l'occasion, bien sûr, d'avoir des contacts au plus haut niveau avec le monde politique, y compris donc avec le monde de la cour, mais ça lui a aussi donné l'occasion de voyager, d'accompagner ses élèves pour ce qu'on appelait en Angleterre à l'époque le Grand Tour, sur le continent. Et donc il a pu, comme cela, rencontrer des savants, des philosophes. Il a rencontré Galilée, par exemple, à Florence. Il a rencontré Descartes à Paris et d'autres moins connus, mais qui jouaient leur rôle. Et puis au moment de la guerre civile, ses employeurs, entre guillemets, dans le camp royaliste, il les a suivis, y compris dans leur exil, et il a passé 10 ans à Paris, essentiellement, peut-être aussi ailleurs en France, mais ça on n'est pas trop sûr. 10 ans d'exil donc en France, pendant lesquels il a continué de s'occuper de ses élèves successifs et aussi à essayer de mener à bien, donc, ce qu'il a réussi d'ailleurs, ses projets d'écriture, et c'est pendant cette période qu'il a produit ce qui est en quelque sorte son chef-d'œuvre, qui est le Léviathan. Le Léviathan, donc grand traité de théorie politique, qui est publié à Londres en 1651, c'est-à-dire au moment où il revient en Angleterre, ce qui lui a été beaucoup reproché par ses amis royalistes, qui ont dit d'ailleurs 1651, on est en pleine période républicaine en Angleterre. Si Hobbes est revenu en Angleterre à ce moment-là pour publier son chef-d'œuvre, il a évidemment fait sa soumission aux autorités du moment, qui étaient des autorités républicaines. Il a donc trahi la cause, et donc il a dû se battre beaucoup et longtemps contre cette accusation d'avoir trahi la cause royale ou royaliste et au profit de la République. Mais en fait, ce que je crois, moi, c'est qu'il était relativement indifférent aux questions proprement constitutionnelles, sur la forme du gouvernement, le régime qui serait prétendument le meilleur. Ce qui l'intéressait, c'était de répondre à une question qui était au fond la question par excellence. Dans cette Angleterre où tout s'était écroulé, où toutes les autorités avaient disparu, avant d'être rebâties de manière très brouillonne et provisoire sous forme républicaine, à savoir donc la monarchie qui n'existait plus, l'Église qui avait disparu, la Chambre des Lords, la Chambre des communes, tout ça avait disparu. Et donc la question était de savoir justement à quelle autorité se soumettre, et de quelle autorité reconnaître la légitimité, celle de ces autorités issues de la guerre civile, ou d'autres peut-être qu'il faudrait faire advenir, mais au nom de quel principe. Et donc toute sa démonstration dans le Léviathan et dans d'autres œuvres va être de repenser la légitimité. Au fond, la légitimité, c'est un terme qui évidemment n'a pas disparu du vocabulaire politique, c'est bien normal, il correspond à une idée essentielle. La légitimité, à l'époque, il n'y a pas tellement de manière de la définir. La légitimité, elle est, pour la plupart des gens, qu'ils soient d'ailleurs royalistes ou républicains, elle est d'origine divine, la légitimité politique. Il y a du pouvoir parce que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que nous fussions tous soumis à une autorité, et tout le monde se réfère à Saint Paul au chapitre 13 de l'Épître aux Romains, où il est dit « Soyez soumis à l'autorité ». Et donc, quelle qu'elle soit, alors les royalistes disent, c'est bien la preuve que la monarchie est fondée divinement et bibliquement. Les républicains disent non, c'est une autorité qui doit être en fait assumée non pas par un monarque, mais par un peuple, ou par les institutions représentatives d'une nation, comme par exemple le Parlement. Et Hobbes dit, ben oui, mais malheureusement, cette conception de la légitimité, d'un pouvoir
voulu façonner par la Providence ou par Dieu lui-même, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il faut essayer de trouver d'autres ressorts à la légitimité pour que nous puissions construire ou reconstruire un État ou une république. Alors lui, il va utiliser d'ailleurs pour désigner l'État, dans le Léviathan, ce Léviathan dont le nom même c'est un monstre biblique, c'est-à-dire un monstre de l'Ancien Testament, le Léviathan. On ne sait pas trop si c'est un hippopotame, un crocodile, enfin c'est en tout cas un monstre. On a souvent des hésitations pour traduire les noms d'animaux bibliques, surtout évidemment dans l'Ancien Testament. C'est un monstre, ça c'est sûr, c'est un animal effrayant qui provoque la terreur. Qui est censé provoquer la terreur. Et donc pour désigner l'État, personnifié, symbolisé, emblématisé par le Léviathan, il va utiliser un mot qui est encore d'usage courant en anglais, le mot Commonwealth. Commonwealth, alors ça n'a aucun rapport avec ce que l'on appelle aujourd'hui le Commonwealth, c'est-à-dire le Commonwealth des nations, le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, donc rassemblées autour de la reine, enfin, du monarque actuel. Le Commonwealth, il l'entend au sens où on l'entend à l'époque, c'est-à-dire l'État. L'État, c'est un mot qui, constitutionnellement parlant, a un sens neutre. C'est un État qui peut revêtir diverses formes, monarchiques, aristocratiques, républicaines. Mais voilà, ça désigne l'État ou la République, Commonwealth, au fond, l'étymologie est facile à établir, ça correspond strictement à la res publica, c'est Commonwealth, le bien, la richesse, le bien qui nous est commun, comme la res publica. La res, c'est à la fois la chose et le bien, ou la richesse. Donc il va essayer de trouver à cette res publica, cette civitas, qu'il appelle de ses voeux, ou ce Commonwealth, il va essayer de lui trouver des fondements nouveaux. Et donc dans cette entreprise, sur cet arrière-plan, va prendre figure le citoyen moderne, je crois en tout cas, avec ses droits et ses devoirs, un citoyen lié aux autres par un lien volontairement assumé qui est à la base du vivre ensemble, à savoir donc le lien social. Alors, je disais d'entrée de jeu que ce discours, cette théorie plus proprement, part d'une théorie des passions. Une théorie des passions, nous dirions sans doute aujourd'hui une anthropologie. Mais anthropologie, c'est le mot moderne qui correspond à ce que l'on appelait à l'époque une doctrine ou une théorie des passions. Autrement dit, une théorie qui renvoie aux ressorts profonds de la conduite humaine, aux invariants du comportement des hommes, indépendamment de toute détermination historique, nationale, religieuse ou autre. Et comme il est normal d'ailleurs, et comme l'a établi une longue tradition qui remonte à Aristote, à Cicéron et à d'autres, c'est la théorie des passions chez les auteurs de l'époque, on la trouve dans les traités, que vous le savez sans doute, dans les traités de rhétorique. Dans les traités de rhétorique, c'est là que la question des passions est abordée, dans la mesure, ça se comprend bien, dans la mesure où la rhétorique, on l'oublie de nos jours en raison de l'usage très étroit que l'on fait du mot rhétorique. La rhétorique, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de persuader. C'est l'art de persuader, et pour persuader, il faut évidemment connaître les ressorts psychologiques et moraux sur lesquels on peut jouer pour amener son auditoire à partager une opinion. La leçon vaut d'ailleurs pour le tribunal. La rhétorique, elle a d'abord une vocation judiciaire, et elle vaut aussi pour l'agora ou pour le forum, elle a une vocation politique. Et la jonction des deux plans, judiciaire et politique, elle s'opère dans la personne du rhéteur. Le rhéteur ou le rhétoricien, mais plutôt le rhéteur, qui déploie ses talents à la barre comme au rostre. Le rôle des passions, donc, dans la théorie politique, éthique et politique ou éthico-politique de Hobbes est tout à fait crucial.
C'est un sujet qu'il aborde à plusieurs reprises, même si il ne lui consacre pas une œuvre entière, une œuvre spécifique, mais il y a au moins un chapitre du Léviathan, assez long, qui lui est consacré, le chapitre 6 du Léviathan, qui est tout à fait essentiel du point de vue de la construction théorique d'ensemble que représente donc cette œuvre du Léviathan. Car c'est ici, dans ce chapitre, qu'est posé le socle anthropologique de la doctrine politique que j'évoque à l'instant. Alors il propose dans ce chapitre 6 du Léviathan un tableau analytique qui comprend le groupe des passions simples et le groupe des passions complexes. Le groupe des passions simples qui s'appréhende à travers 3 couples fondamentaux. Donc ce sont vraiment les ressorts de la conduite humaine, de tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leur religion ou l'époque à laquelle on les saisit. Le couple appétit, désir, aversion, le couple amour, haine, le couple plaisir, douleur. Ce sont les ressorts les plus profonds de la conduite humaine, ces passions simples et opposées. Nous cherchons, qui que nous soyons, quel que soit aussi notre niveau de culture, de connaissance, peu importe, nous cherchons tous en permanence, sous les formes évidemment les plus diverses, nous cherchons tous à vivre aussi agréablement que possible. La recherche du bonheur, c'est une idée neuve au XVIIIe, disait Saint-Just, mais en fait, c'est une idée qui avait déjà été formulée bien avant Saint-Just. Nous cherchons tous le plaisir à travers toutes les formes qu'on peut imaginer, y compris bien sûr intellectuelles ou philosophiques, le plaisir, et nous cherchons tous à éviter, à fuir la douleur. La douleur. Et au fond, cette passion est permanente, fondamentale. Elle détermine d'autres couples de passions qui ont toutes, alors qui se déclinent sous les formes classiques de l'espoir, de la crainte, de la colère, de la confiance en soi, de l'indignation, de la bienveillance, de la convoitise, de l'ambition. Et donc, Hobbes revisite tout le catalogue classique des passions qui avait déjà été mis en forme par de grands auteurs depuis l'Antiquité. Toutes ces passions ont en commun d'être des mouvements vers un objet, notre plaisir, ou un mouvement d'évitement d'un objet qui serait cause de douleur. De douleur, de déplaisir, de désagrément, de peine, de chagrin. Elle provoque la mise en branle d'une dynamique passionnelle qui mène ou au conflit ou aux accommodements avec autrui, autrement dit, aux rapports qui caractérisent nos relations avec autrui. Les relations qui existent interindividuelles, mais aussi les relations sociales entre les groupes qui constituent la société. Ces passions, elles ont pour cause originelle les 2 mobiles fondamentaux qui sont à la source des conduites humaines, le souci de conservation de soi ou préservation de soi, et la recherche de ce que Hobbes appelle la félicité. La félicité, on n'utilise plus beaucoup ce mot, nous dirions peut-être sans doute même le bonheur aujourd'hui. Nos comportements, en effet, ne sont pas seulement déterminés par la volonté de survivre, mais encore par la volonté de bien vivre, de vivre bien. La conservation de soi, la conservation biologique, est une condition, elle est le seuil à partir duquel nous pouvons, si les circonstances s'y prêtent, déployer nos facultés naturelles. Autrement dit, les passions, ces passions enracinées dans le désir de vivre, de survivre et de vivre bien si possible, ces passions inclinent soit à la guerre,
soit à la paix. Et c'est cette ambivalence qui les rend donc pleinement pertinentes au projet du Léviathan, qui s'articule autour d'une double hypothèse qui va ruiner l'idée traditionnelle de la sociabilité naturelle de l'homme, ce que je disais tout à l'heure en vous rappelant que pour Aristote, toute la longue tradition issue de lui, il est naturel que nous vivions dans une cité, dans un État, une république, ou une société. L'idée, d'une part, l'idée de la sociabilité naturelle de l'homme, et d'autre part, l'idée d'une origine divine du pouvoir politique. Cette hypothèse, cette double hypothèse que va élaborer Hobbes, qui va ruiner donc ces deux idées essentielles, c'est l'hypothèse de l'état de nature et l'hypothèse du contrat social. Si nous entrons en société, essaye de démontrer Hobbes avec force, c'est pour échapper précisément à la préoccupation exclusive, constante, lancinante de la survie qui est caractéristique de ce qu'il appelle l'état de nature. Cet état de nature, qui est une hypothèse de travail, mais une hypothèse évidemment inspirée par le spectacle que donne son pays, l'Angleterre à l'époque, et on pourrait trouver une quantité, malheureusement, d'illustrations historiques dans le monde contemporain d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons. Cet état de nature, c'est un état que Hobbes invite à se représenter en disant « Imaginons ce que serait la vie de l'homme tel que je viens de le décrire à travers les passions que j'ai énumérées, que j'ai essayé d'analyser. Imaginons ce que serait la vie de l'homme, des hommes, des femmes évidemment, dans un état où il n'existerait ni gouvernement, ni loi, ni système de justice, ni police, ni aucune espèce de contrainte sur chacun, où chacun serait totalement libre de faire ce qu'il veut, ce qui lui chante, ce qui lui serait agréable ou ce qu'il jugerait nécessaire de faire pour justement assouvir ses passions. Il dit ça, c'est l'état naturel. L'état naturel de l'homme, et bien moi je vous dis, je crois pouvoir le démontrer, en effet il le démontre, à travers cette figure qu'il a dessinée d'un homme animé de passion, enraciné dans le désir de vivre et si possible de vivre agréablement ou bien, selon l'idée que chacun se fait d'ailleurs. Parce que ce qui est bien pour vous, pas forcément bien pour vous individuellement, pas forcément bien pour moi. Votre idée du bonheur, elle n'est pas forcément, même rarement, identique chez moi et chez tous les autres. Cet état de nature hypothétique, mais assez facile à imaginer, serait un état de guerre permanente. Pas forcément de guerre actuelle, mais de guerre latente. C'est-à-dire c'est un état dans lequel nous risquerions, chacun de nous risquerait à chaque instant d'être agressé par les autres. C'est ça qui serait naturel, parce qu'inévitablement nos désirs, et nous sommes des êtres de désir, nous sommes des machines désirantes, comme aurait dit Deleuze, nos désirs se porteraient sur les mêmes objets qui nous seraient nécessaires pour notre survie, ou objets dont nous penserions pouvoir tirer un agrément ou un plaisir. Et inévitablement, nos désirs entreraient en conflit. Ce qui caractériserait cet état de nature, c'est donc un état de guerre, bellum omnium contra omnes, pour ceux qui ont fait du latin, sans doute parmi vous, état de guerre de tous contre tous. Ce qui serait logique d'ailleurs dans cet état, dans cette condition naturelle de l'homme, de liberté absolue, de liberté totale, sans limite, sans contrainte, ce qui serait logique et naturel, ce serait d'attaquer les autres. Hobbes, c'est une fois de plus le premier théoricien de la guerre préventive. Parce que quand on vit constamment sous la menace des autres, avec l'idée qu'on va peut-être être attaqué par le voisin qui a besoin de s'approprier votre terre, vos animaux, que sais-je, votre maison pour lui-même,
Ce qui est logique, c'est de prendre, si vous ne voulez pas être anéanti ou réduit en esclavage, c'est de prendre les devants. De prendre les devants, c'est ça qui s'impose, c'est ça que la logique, le bon sens même, le bon sens impose. La guerre préventive, c'est pas du tout une invention du XXe ou du XXIe siècle. C'est quelque chose que l'on avait pensé avant et que Hobbes en particulier avait pensé. Courte parenthèse filmique, je suppose que vous avez tous entendu parler de Clint Eastwood. Ce grand acteur et metteur en scène américain, auteur entre autres d'un excellent film intitulé Minuit dans le jardin du bien et du mal. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu ce film? Non? Certains l'ont vu? Non, bon. C'est un film qui a une dizaine d'années, donc je pense, peut-être un peu plus, une quinzaine d'années. Excellent film policier, dont l'action se déroule dans le sud américain, dans la ville de Savannah, si je ne me trompe pas. Et cet excellent film, Midnight in the Garden of Good and Evil, dans cet excellent film policier, offre le tableau d'une société encore remplie de préjugés qui font partie un peu de l'histoire du Sud américain. On voit une scène de tribunal comme les Américains, ou enfin les Anglo-Saxons en général, savent les faire. Les scènes de tribunal, il suffit de regarder les séries américaines à la télévision pour voir qu'ils savent, et en plus ils ont un goût particulier pour les scènes de procès. Et qu'ils réussissent beaucoup mieux que nous, qui en faisons d'ailleurs moins. Et donc, au cours d'une scène qui se déroule dans un tribunal, un des avocats, je crois l'avocat du personnage principal, accusé à tort d'un meurtre, cet avocat dit, comme l'a dit le philosophe anglais Thomas Hobbes, la vie de l'homme serait, et il cite une formule très célèbre, en tout cas dans l'histoire de la philosophie politique, du Léviathan, une phrase dans laquelle Hobbes, mais alors l'avocat ne dit pas que c'est à propos de l'état de nature, évidemment ça modifie un peu la perspective, mais à propos de l'état de nature, Hobbes dit dans cet état de nature, la vie, life would be poor, nasty, brutish, and vous avez tous fait de l'anglais, j'imagine? Oui, à défaut de connaître par cœur les œuvres de Clint Eastwood. Life would be nasty, poor, nasty, brutish and short. Et courte. C'est-à-dire que la vie serait misérable, cruelle, brutale et courte. Eh bien, dans cet état de nature, c'est-à-dire la condition de l'homme, si j'ose dire, au naturel, livré à ses passions fondamentales, sans la moindre restriction, sans la moindre limite, dans cet état de nature, nous vivrions malheureux, évidemment, malheureux. Nous vivrions dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la crainte. Eh bien, comme nous sommes tous des êtres rationnels, à défaut d'être raisonnables toujours, nous avons tous assez d'intelligence, tous assez de bon sens, quelle que soit notre éducation, notre culture, pour comprendre qu'il y a un moyen, de sortir de cet état de nature. C'est de nous retrouver tous unanimement, l'unanimité est nécessaire, dans un accord que nous passerons entre nous, accord que Hobbes appelle un covenant en anglais. Covenant, alors c'est un mot qui s'emploie encore, bien que pas beaucoup dans l'anglais d'aujourd'hui. Covenant, c'est le mot qui à l'époque est surtout utilisé dans le vocabulaire religieux pour désigner l'alliance entre Dieu et son peuple. L'ancienne ou la nouvelle alliance, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Covenant, l'alliance, covenant, lui reprend le mot, mais pour lui donner un sens tout à fait particulier et nouveau, qui est celui d'un accord par lequel nous allons réaliser, si nous en sommes d'accord, si nous nous mettons d'accord,
pour réaliser une double opération, instituer quelqu'un, une personne, un groupe de personnes, peu importe, qu'il appelle un souverain, qui va être chargé de nous protéger les uns contre les autres, et en même temps, c'est l'autre aspect de cette opération que réalise le Covenant, qu'on appellera le contrat, ou le contrat social. Une alliance, c'est un contrat que l'on passe entre États ou entre personnes. Par cette opération, ce qui n'était jusqu'alors qu'une multitude d'individus livrés à eux-mêmes va devenir un peuple, et ces individus eux-mêmes vont devenir des citoyens. C'est la double opération que va réaliser ce contrat social, ce covenant, qui est l'aboutissement, la conclusion logique de ce que nous pouvons concevoir lorsque nous pensons à l'état de nature, c'est-à-dire à la condition naturelle de l'homme, la condition dans laquelle nous vivrions si nous étions hors de toute structure sociale ou politique, chacun, une fois de plus, étant livré à lui-même, libre de vivre ses passions comme il l'entend. Cette idée du contrat, du covenant, elle n'est pas en soi, elle n'est pas nouvelle. Alors il y a l'alliance biblique que je viens de mentionner, mais il y a aussi l'idée politique du contrat qui avait déjà été théorisée au Moyen-Âge et encore plus à la Renaissance, et chez les catholiques et chez les protestants, l'idée d'un contrat passé entre le souverain et son peuple, pour faire respecter la justice, la religion traditionnelle du peuple, les biens des personnes, le contrat. Et puis si l'une des deux parties manquait à sa parole, trahissait ce contrat, et bien là, évidemment, les crises surgissaient. Ça, c'était l'idée traditionnelle du contrat qui pouvait unir un souverain, quel qu'il fût, protestant ou catholique, peu importe, mais la doctrine était souvent invoquée au moment des guerres de religion. Les protestants persécutés disaient en France, je crois que ce soir il y aura une émission historique d'ailleurs à la télévision là, que je vous recommande sur Henri III, qui reviendra sur ce contexte particulier. Les protestants persécutés disaient le ou les rois qui nous persécutent ou nous laissent persécuter mentent à leur parole, bafouent notre qualité de sujets fidèles et loyaux du royaume de France. Et les catholiques persécutés dans les pays protestants disaient la même chose. Donc en s'appuyant sur cette doctrine traditionnelle. Ce qu'il y a de radicalement nouveau, et je crois extrêmement éclairant pour nous, citoyens du XXIe siècle, ce qu'il y a de radicalement nouveau dans le contrat de Hobbes, dans le contrat hobbesien, c'est qu'il fonde, c'est pas du tout puisqu'il n'y a pas encore, dans l'état de nature, il n'y a pas de souverain par définition, il n'y a pas de souverain, il n'y a pas de peuple, il n'y a que des individus qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il fonde ce contrat l'existence même de la société. Il fait advenir la société et il fonde cette association d'individus qui décident donc de vivre ensemble en société sur le modèle d'une libre association. C'est-à-dire que la société devient la création non pas de Dieu, non pas de la providence, la société civile devient notre création à nous. C'est nous qui faisons la société. Et c'est nous qui voulons, parce que nous sentons par l'usage de notre simple bon sens, c'est nous qui voulons qu'il existe une autorité pour nous protéger et pour nous forcer à nous respecter mutuellement. Ce souverain, puisque Hobbes l'appelle souverain, ça peut être un roi, ça peut être un empereur, ça peut être un président, ça peut être un parlement. Hobbes ne l'exclut nullement, ça lui a été reproché par ses amis royalistes, évidemment. Et on dit, ça c'est évidemment un clin d'œil au Parlement d'Angleterre, qui s'est rebellé contre son roi. Ce souverain, voilà, il a cette mission
cette mission, cette vocation essentielle qui est d'assurer la sûreté ou la sécurité de tous, de nous protéger et de faire en sorte que nous ne revenions pas par des actes inconsidérés à cet état de nature qui est un état de guerre de tous contre tous. Si l'on veut comprendre comment fonctionne la société civile, sur quel ressort elle repose, donc il faut se tourner vers ce concept qui rend compte de l'obligation politique et qui fixe l'étendue de l'allégeance qui est au fondement de la société, à savoir le contrat social. Les caractéristiques de ce contrat social, donc le contrat social, c'est pas une expression de Hobbes, une fois de plus, mais c'est l'expression que l'on peut utiliser. Lui, il parle de covenant, et généralement les traducteurs prennent le parti, traducteurs de l'anglais, prennent le parti d'utiliser en français le mot pacte. Le mot pacte. Pourquoi pas, un pacte, c'est encore un contrat. Mais on a pris l'habitude de dire contrat social parce qu'évidemment, après Hobbes, il y a eu Jean-Jacques Rousseau en particulier et d'autres théoriciens qui ont utilisé cette expression. Comment peut-on le comprendre, puisque ce contrat social, il est, comme l'état de nature lui-même, une hypothèse. Le contrat social, c'est pas un serment, ça n'est pas non plus... Hobbes ne croit pas à la valeur des serments, ou s'il croit à la valeur des serments, c'est bon pour ajouter une petite obligation morale de plus, mais le contrat social, c'est pas de ça qu'il s'agit. Par le contrat social, nous décidons de renoncer à notre liberté totale, sans frein, sans limite de l'état de nature. Nous décidons de nous soumettre à une autorité et de confier à cette autorité toute la puissance, tout le pouvoir qui lui sont nécessaires pour réaliser notre sûreté. C'est de ça qu'il s'agit. Nous lui donnons carte blanche. On est obligé de lui donner carte blanche, parce que si on commence à poser des conditions, vous serez, vous, hommes, femmes, assemblée, parlement, vous serez chargé de nous gouverner, d'assurer notre sécurité, mais à condition de faire ceci, cela. On reste dans une situation qui potentiellement sera une situation de contestation, sinon de conflit. Ça ne serait pas logique. Pour sortir de l'état de nature, il faut renoncer complètement à sa liberté naturelle. Mais complètement, ça ne veut pas dire renoncer à toute espèce de droit, évidemment. Moi, ce que je crois, c'est que ce contrat social, il est le symbole d'un engagement perpétuellement renouvelé de chacun dans la vie sociale que nous menons les uns et les autres, un engagement de chacun dans les disciplines de la vie sociale. Il est le symbole de la tension permanente qui existe entre l'attachement à une liberté originelle absolue et la conscience que nous avons, ou que nous devrions avoir, mais généralement nous l'avons, même si elle n'est pas toujours présente à notre esprit, la conscience des exigences et des contraintes de la vie organisée avec les autres. L'existence de l'État, sous les différentes formes historiques qu'il emprunte, repose donc sur un acte volontaire, libre et rationnel de chacun. Il y a un souverain, quelle que soit sa forme, parce que nous le voulons, les uns et les autres, et il est tel que nous le connaissons, en conséquence de notre assentiment donné dans le contrat dit social. La République hobbesienne, le Commonwealth hobbesien, dès lors, est bien près de mériter pleinement son nom de Commonwealth. La République, ou l'État, il est l'œuvre et le bien de tous, dont la préservation nous incombe, parce que là est la condition de notre bonheur. Alors, ce souverain, je viens de le dire, on doit lui reconnaître ou lui accorder une puissance absolue, mais ça ne veut pas dire que nous sommes pour autant dépouillés de tous nos droits. Et Hobbes est simultanément, je veux dire en même temps que le théoricien de la souveraineté, il est le théoricien le premier des droits inaliénables de l'homme.
il est le premier d'ailleurs à utiliser le mot même inaliénable, unalienable. Étant donné ce qu'est l'homme à l'état naturel, on ne peut pas imaginer que l'homme renonce par quelque contrat que ce soit, de quelque nom qu'on l'affuble, on ne peut pas imaginer que nous cessions de vouloir vivre, et vivre agréablement. Donc, même si nous ne posons pas de conditions à la conduite du souverain, il n'en demeure pas moins que notre obéissance à ce souverain, elle est conditionnée par ce que nous attendons de lui, à savoir qu'il nous protège, qu'il assure notre sécurité. Alors c'est très paradoxal, pour nous qui aimons à nous décrire comme cartésiens, c'est un peu difficile peut-être à concevoir comme logique, mais en fait ça se tient parfaitement. S'il y a un souverain, c'est parce que nous ne supportons pas de vivre à l'état de nature. En tout cas, il faudrait être fou pour vivre dans cet état de danger, de menace permanente. Il faudrait être fou. Mais en même temps que nous renonçons à vivre totalement libre, comme dans cet état de nature hypothétique, nous voulons, évidemment, ça serait contraire à notre nature d'homme, d'êtres humains, nous voulons pouvoir vivre agréablement, selon l'idée que chacun de nous se fait de ce qui le rendra heureux. Une fois de plus, ce qui vous rendra heureux, vous particulièrement, c'est pas forcément ce qui me rendra heureux, moi. Donc cette doctrine, et alors je vous lis, c'est un passage très célèbre, chapitre 14 du Léviathan, le passage où Hobbes précisément théorise ces droits inaliénables. Je cite dans l'excellente traduction de François Tricot, il existe, donc, ouvrez les guillemets, il existe certains droits tels qu'on ne peut concevoir qu'aucun homme les ait abandonnés ou transmis par quelque parole que ce soit ou par d'autres signes. Ainsi, pour commencer, c'est toujours Hobbes qui parle, un homme ne peut pas se dessaisir du droit de résister à ceux qui l'attaquent de vive force pour lui enlever la vie, car on ne saurait concevoir qu'il vise par là quelque bien pour lui-même. On peut en dire autant à propos des blessures, des chaînes et de l'emprisonnement. C'est pourquoi si un homme, par la parole ou par d'autres signes, paraît se déposséder lui-même de la fin à laquelle ces signes sont destinés, on ne doit pas le comprendre comme si c'était bien ce qu'il voulait dire et que telle fût sa volonté, mais conclure qu'il ignorait comment ses paroles et ses actions devaient être interprétées. C'est-à-dire que même si vous passez un accord avec quelqu'un pour vous réduire en esclavage, par exemple, pour vendre votre personne, votre corps, malheureusement, c'est une chose qui arrive souvent. Un tel accord, même si vous, selon Hobbes, on peut ne pas être d'accord, enfin je pense que nous en sommes tous ou presque tous d'accord, un tel accord, même si vous l'avez passé librement, n'a aucune validité. Aucune. On ne peut pas imaginer qu'un être humain, normalement, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets, normalement constitué, vende sa personne, asservisse sa personne, en fasse un objet de commerce. Ça n'est pas possible. De même que, alors, mais vous voyez tout ce que ça peut entraîner comme effet ou comme conséquence sur la vie sociale d'aujourd'hui, évidemment, dans un pays contemporain. L'obéissance, donc il y a des droits, qui sont des droits inaliénables. Le droit de se défendre, si on est attaqué, la légitime défense, ça existe. Alors évidemment, c'est encadré, ça peut être encadré de manière très stricte, très étroite, mais quelqu'un qui est menacé dans sa vie a le droit de se défendre. On ne peut pas lui dénier ce droit. La légitime défense, le droit de ne pas s'incriminer soi-même aussi, même en droit, c'est reconnu ça. Le droit de garder le silence. Quand on est mis en état d'arrestation et interrogé par la police, on peut choisir de garder le silence. Parce que, par crainte de s'incriminer, on ne peut pas obliger quelqu'un à s'accuser ou à s'incriminer lui-même. C'est un droit fondamental qui est reconnu par... vous savez ou ne savez pas que si quelqu'un qui est en prison s'évade,
à condition que son évasion ne provoque pas de dommages aux personnes ou aux biens, on ne peut pas retenir cet acte contre lui et le condamner pour le simple fait de s'être évadé. C'est naturel qu'on veuille s'évader, même si on a commis des crimes, des délits, peu importe. Il n'est pas naturel de vouloir vivre entre quatre murs avec des barreaux, comme dans une cellule de prison. Ça n'est pas naturel. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir vivre libre, de vouloir vivre comme selon l'idée qu'il se fait de ce qui le rendra heureux. Obéissance, donc obéissance, mais donc obéissance au souverain, mais une obéissance volontaire. Une obéissance volontaire, une obéissance réfléchie, une obéissance raisonnée, qui découle de notre aspiration naturelle à la paix civile, et donc de l'obéissance qui se manifeste à chaque instant. Moi je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre, je ne suis pas le seul à le penser, il faut comprendre le contrat social. Obéissance qui se concrétise par tous les actes de la vie quotidienne qui manifestent notre consentement à l'existence d'une autorité pour assurer la paix à laquelle nous aspirons tous. Si chacun de nous refusait, je sais pas moi, de payer l'impôt, par exemple, ce serait une atteinte gravissime au contrat social qui nous unit tous dans un même désir de paix et une même reconnaissance provisoire, certes, temporaire en tout cas, de la capacité du gouvernement à utiliser cet impôt que nous réglons, nous payons pour un certain nombre de services dont nous avons besoin. Donc, obéissance volontaire, obéissance fondée sur le consentement, obéissance dont nous attendons des fruits qui sont essentiellement la paix civile qui nous est indispensable si nous voulons bien vivre ou vivre agréablement. Une fois de plus, la raison, donc ça n'est pas la croyance religieuse qui fonde ce contrat social. Si on veut invoquer des motifs religieux d'obéissance, ça, libre à chacun, évidemment. Mais ce que pense Hobbes, c'est que le ressort, une fois de plus, le ressort essentiel de ce contrat social, c'est la raison qui anime chacun et qui amène chacun de nous à comprendre que si nous refusons ce pacte de soumission à l'autorité, pour autant qu'elle nous apporte ce que nous en attendons, eh bien, voilà, si nous ne le faisons pas, nous reviendrons à l'état de nature. Preuve que ce souverain absolu, avec des guillemets dont parle Hobbes, n'est pas un souverain dont la conduite est réglée par des caprices ou quelqu'un qui se comporte de manière arbitraire, tyrannique ou despotique, un certain nombre d'éventualités dans lesquelles le citoyen peut très bien émettre une protestation ou une contestation de l'autorité du souverain. Lorsque le souverain ordonne une chose dont la conformité à l'objet du contrat social paraît douteuse, parce qu'elle met indûment en péril la vie de celui qui reçoit l'ordre, ou qui est contraire à son honneur, eh bien, il revient au sujet de juger s'il y a lieu d'obéir. Ce qui est en cause, dans une telle situation, c'est le mobile fondamental de son adhésion au pacte, à savoir le souci de sa sûreté. Et à ce moment-là, dit Hobbes, le citoyen a le citoyen a la liberté de désobéir. Par exemple, si le souverain lui ordonne de se tuer, de se blesser, ou de se mutiler, ou bien de ne pas résister à ceux qui l'attaquent, ou bien de s'abstenir
d'user de la nourriture, de l'air, des médicaments ou de toute autre chose sans laquelle il ne peut vivre. De même, s'il est interrogé, je l'ai déjà dit, s'il est interrogé au sujet d'un crime, Hobbes affirme qu'il n'est pas tenu d'avouer. En résumé, je cite Hobbes, l'obligation qu'on peut quelquefois avoir de s'acquitter sur l'ordre du souverain de telles fonctions dangereuses ou peu honorables ne dépend pas des paroles qui expriment notre soumission, mais de l'intention qui présida à celle-ci et qui doit s'interpréter d'après la fin que poursuit cette soumission. Et donc, quand notre refus d'obéir compromet la fin à laquelle a été ordonnée la souveraineté, nous n'avons pas la liberté de refuser. Dans les autres cas, on a cette liberté. Encore faut-il observer que la décision d'obéissance est conditionnée par l'estimation qu'on peut faire de la capacité du souverain à assumer son devoir de protection. Si les circonstances, par exemple une défaite militaire suivie d'une capitulation, l'empêchent de remplir cette fonction, libre au sujet de chercher ailleurs, dans ses propres armes ou sous une autre autorité, les moyens de sa sécurité. Il y va à nouveau d'un droit qu'aucun contrat ne saurait annuler et auquel aucune obligation, fût-elle librement consentie, ne peut mettre un terme. Je cite un passage également très célèbre, qui est celui-ci. « L'obligation qu'ont les sujets envers le souverain est réputée durer aussi longtemps et pas plus que le pouvoir par lequel celui-ci est apte à les protéger. En effet, le droit qu'ont les hommes par nature de se protéger, lorsque personne d'autre ne peut le faire, est un droit qu'on ne peut abandonner par aucune convention. La souveraineté est l'âme de la République, une fois séparée du corps, et le corps c'est la République évidemment, la société, cette âme cesse d'imprimer son mouvement aux membres. La fin que vise la soumission, c'est la protection. Cette protection, quel que soit l'endroit où les hommes la voient résider, que ce soit dans leur propre épée ou dans celle d'autrui, c'est vers elle que la nature conduit leur soumission. C'est elle que par nature, ils s'efforcent de faire durer. Le pouvoir du souverain, au fond, je me rapproche de la conclusion, rassurez-vous. Le pouvoir du souverain, c'est donc, au fond, le pouvoir de la société elle-même, c'est le pouvoir de tous. S'il existe de la souveraineté, c'est que les hommes consentent au pouvoir qui en est investi. Aucun gouvernement, quelle que soit sa forme, ne peut s'établir ni perdurer qui n'ait pour assise le pacte dans lequel se résume la volonté de chacun d'en finir avec la menace perpétuellement latente de l'état de nature. Le pouvoir du souverain, décrit comme absolu, se découvre par là même comme précaire, parce que fondé sur l'acceptation réfléchie de chacun. Et l'illustration de ce point est fournie par Hobbes dans le chapitre déjà cité du Léviathan qui traite de la liberté des sujets et où il estime ce qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas en aucun cas être tenus de faire, fût-ce sur l'ordre du souverain. Ce qui prend figure donc dans cette théorie du contrat social, c'est évidemment la figure d'un souverain pleinement habilité à agir comme il le juge nécessaire pour notre sûreté, pour notre protection, pour la paix de la société, mais aussi la figure d'un citoyen qui permet par son obéissance même au souverain de remplir sa mission. Imaginons que nous cessions tous
de respecter l'autorité qui existe dans ce pays ou ailleurs. Cette autorité serait par là même dissoute. Elle ne pourrait pas s'exercer du tout. Je pourrais répondre à des questions éventuelles, si vous le souhaitez, sur les conséquences qu'en tire Hobbes sur la liberté, par exemple, religieuse, sur la liberté religieuse qu'il reconnaît, ou qu'il appelle à reconnaître aux citoyens. Je passe parce que j'ai assez tenu la parole moi-même, je dirais en guise de conclusion que cette théorie politique, cette théorie contractualiste que nous propose Hobbes comporte une indiscutable et très éclairante dimension potentiellement démocratique, même s'il ne se reconnaît pas du tout comme démocrate, mais à son époque il existe très peu de démocrates au sens moderne du terme. La République dont il nous donne le tableau est constitutionnellement neutre au sens où elle peut revêtir diverses formes juridiques sans que son essence en soit affectée, à quoi l'on pourrait ajouter que les avantages prêtés par Hobbes à la monarchie, car il se dit monarchiste malgré tout, peuvent très bien se rencontrer dans certaines variétés de démocratie. Cela dit, la République hobbesienne n'est pas politiquement neutre. Son existence est indissociable assurément de la présence d'un souverain puissant, d'un souverain tout-puissant, mais quel que soit l'angle sous lequel on aborde cette théorie, il faut admettre que ce souverain est voulu, choisi et maintenu par les citoyens, qu'on les considère individuellement ou collectivement. Il est difficile, voire déplaisant, de devoir envisager que la toute-puissance de principe du souverain résulte de notre libre décision, mais après tout, cette toute-puissance est la conséquence nécessaire d'une liberté originairement absolue de l'individu. D'un point de vue historique, il n'y a pas à douter, et d'ailleurs les compatriotes de Hobbes ne s'y sont pas trompés, que c'est aux royalistes, en fait, que la théorie politique hobbesienne portait les coups les plus sévères, en ruinant leurs arguments juridiques, religieux, sentimentaux. Aussi n'y a-t-il pas à être surpris qu'elle ait fasciné une longue lignée de radicaux anglais, mais aussi, à côté de ces radicaux, de théoriciens ou d'idéologues français de l'époque révolutionnaire, Sieyès, Roederer, par exemple, qui ne sont pas des figures majeures de la Révolution française, mais qui ont quand même leur importance, ont été des lecteurs très attentifs de Hobbes. C'est bien la preuve, semble-t-il, que l'idée de république, telle qu'élaborée par Hobbes, mettait en jeu beaucoup plus que les interrogations traditionnelles sur les meilleures institutions ou sur l'art de gouverner le plus adéquat, et que sa signification allait bien au-delà d'un simple cadre offert à l'action collective. Ce qui prenait naissance, c'était la notion moderne d'un système de pouvoir non pas seulement légitimé par le consentement général, mais positivement créé et perpétué dans sa forme juridique propre par la volonté de tous. Cette notion, il faudrait du temps avant qu'elle entrât dans les faits. Encore y entrerait-elle de multiples manières en fonction des expériences politiques et constitutionnelles spécifiques des grandes nations modernes. Elle est pourtant devenue un des principaux fondements d'un héritage démocratique largement partagé. Relire Hobbes, en particulier, pas seulement bien sûr, a l'avantage de nous rappeler que, réduit à lui-même, ce fondement nous fournirait un gage aléatoire de liberté individuelle. On sait depuis l'Antiquité que le mariage entre démocratie et liberté est compliqué, précaire, voué aux crises, mais grâce à cet auteur dont je vous ai parlé, on en comprend mieux les raisons, à défaut d'apprendre les moyens précis de résoudre les crises. Mais c'est déjà beaucoup de savoir pourquoi la République est
ou devrait être synonyme de vivre ensemble. Merci de votre patience. Merci, professeur Lessé. Je crois que, en définitive, le lien que l'on peut faire avec nos cours, c'est que les progressistes ne sont pas forcément là où on le croit. Bien possible. Voilà. Alors, je crois qu'un certain nombre de jeunes gens veulent vous poser des questions. Si je puis y répondre, ce sera avec plaisir. Alors, les questions. Où y a-t-il des questions? Ils ont peur, ils sont impressionnés. Je sais qu'il y en avait vers le fond. Il faut bien que quelqu'un commence. Dans son livre Huis clos et des patients simples provenant du Léviathan de Hobbes. Léviathan. Écoutez, je ne suis pas spécialiste de Sartre, mais pourquoi pas, à vrai dire, je ne vois pas trop bien le lien qu'on pourrait établir. Mais après tout, oui. Dans la mesure où Sartre, dans ce texte, comme d'autres, esquisse aussi le tableau d'une société, une société qui n'est pas sans rappeler un peu l'état de nature, l'état de nature de Hobbes. C'est possible, pourquoi pas, pourquoi pas. Dans un monde, c'est à partir du moment, mais il n'est pas le seul, un monde dans lequel domineraient les pulsions de chaque individu. On serait réduit un petit peu à cette condition qui était décrite comme celle de l'état de nature, où règne une forme d'individu, certainement pas une forme, où règne un individualisme exacerbé qui est à la fois le signe d'un attachement passionné, sinon passionnel, à la liberté de chacun, et aussi la conscience dramatique, sinon tragique, que l'exercice de cette liberté sans frein va être une cause de malheur, une cause de conflit, une conscience clivée entre la volonté de vivre totalement libre et l'acceptation de plus ou moins bon ou mauvais gré de limitations à apporter à cette liberté pour rendre la vie tout simplement vivable. C'est possible, peut-être. Mais une fois de plus, là, vraiment, il est bien possible que vous connaissiez mieux Sartre que moi. Donc c'était Dio Salinata de la première ES3. Et là, une question de Jeanne de Charmassé de la seconde C. Comment Rousseau a-t-il pu poser l'hypothèse que l'homme était naturellement bon? Comment C'était sa conviction, personnelle forte, que l'homme est bon naturellement, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il critique Hobbes, le méchant monsieur Hobbes, parce que, disait-il, et beaucoup le pensaient, mais je pense, d'ailleurs pas je crois, à tort, que Hobbes se représente l'homme comme méchant. On dit Hobbes dépeint un homme naturel
méchant, égoïste. Alors égoïste, oui peut-être, chacun évidemment est gouverné par une fois de plus par ses désirs, ses pulsions, ses envies. Mais méchant, non, et Hobbes s'est défendu de ce reproche qui lui a été très tôt adressé, en disant mais non, à l'état naturel, l'homme n'est pas méchant, tout simplement parce qu'à l'état naturel, le bien et le mal n'existent pas. C'est ni bien, ni bon, ni mauvais que de vouloir survivre dans un état de guerre permanent. C'est naturel de vouloir vivre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est à partir du moment où la société existe, avec son code moral, son code juridique, que le bien et le mal peuvent être identifiés, et que l'on peut condamner le mal et valoriser le bien, et dire que telle conduite est méchante ou criminelle, ou bonne au contraire. Mais avant que la société décide librement, par contrat, un contrat de chaque instant, tant que la société n'existe pas, il n'y a pas à dire que l'homme est bon ou mauvais. Il est, point, c'est tout. D'ailleurs, de ce point de vue, il ne faut pas s'exagérer l'originalité de Hobbes. Il n'est pas le seul à proposer cette représentation d'un homme gouverné par des passions que l'on pourrait juger, en fonction de notre code moral ou éthique, égoïste, voire méchante. Il est très proche à certains égards, et même on a pu en faire l'étude, mot à mot, quasiment, phrase par phrase. Il est très proche des moralistes français du XVIIe siècle, ce qui n'est pas un hasard, évidemment. Il les connaissait comme eux le connaissaient, et puis il les a fréquentés, pour certains d'entre eux, il les a vus pendant des années en France, à Londres pour ceux qui franchissaient la Manche, mais c'est plutôt dans l'autre sens que se faisaient les voyages à l'époque. Les Français allaient peu en Angleterre, mais les Anglais venaient souvent en France. Il est très proche de La Rochefoucauld, c'est-à-dire qu'il a une vision que, en effet, certains jugent encore très noire de l'homme. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui ne cesse de vouloir imposer sa volonté aux autres, les agresser, les dominer, cet homme gouverné par le souci aussi de paraître, la gloriole, vainglory en anglais, dans le texte de Hobbes, donc en français la gloriole, le souci de paraître supérieur aux autres, plus intelligent, plus puissant, puissant par la force physique, ou par la force intellectuelle, ou par la culture, par la connaissance. C'est une vision que certains ont jugent encore noire, et Rousseau, en effet, rejetait complètement cette vision-là, et Rousseau était bien convaincu, peut-être avait-il raison, ça chacun d'en juger, que l'homme est bon naturellement en réalité, que l'homme est bienveillant, que l'homme veut le bien des autres naturellement, qu'il veut vivre en harmonie avec les autres, et que ça le peine beaucoup de voir les autres dans la souffrance, dans le malheur, et que si l'homme perd cette bonté naturelle, ou en partie ou totalement, c'est parce que la société est mal faite, que la société est gouvernée par des principes erronés, des principes mal pensés, mal conçus, qui dégradent l'homme. Les lois sont mauvaises, donc il faut repenser complètement l'organisation sociale pour rendre l'homme à sa bonté originelle, et pour le rendre à cette liberté, aussi cette liberté naturelle. Alors là, par contre, il est très proche de Hobbes, comme tous les théoriciens des droits de l'homme, quand ils affirment, proclament que l'homme doit être libre naturellement. En tout cas, la liberté fait partie du naturel humain, si je puis dire, même s'il faut y apporter des limitations pour rendre la vie sociale possible. Que vous vous souvenez de la formule célèbre de Rousseau dans le contrat social, l'homme est né libre, il est partout dans les fers. Et donc voilà, il faut arracher ces fers, ces chaînes qui brident l'homme et qui l'empêchent de vivre conformément à sa nature bonne et
et bienveillante. Mais ça, c'est affaire de conviction, évidemment, de conviction. On peut considérer, on peut avoir le point de vue de Hobbes, et puis on peut aller plus loin que lui, au fond, et dire qu'en fait, non, l'homme est mauvais, que l'homme est mauvais, que le péché originel, beaucoup le pensaient à l'époque de Hobbes. Ce qui les choquait, ce n'était pas du tout la description qu'il faisait de l'individualisme, ou de l'égoïsme, ou de l'égocentrisme des individus. Ce qui les choquait, c'était l'affirmation que par nature, l'homme n'est ni bon ni mauvais. Ah ben, pas du tout. Par nature, il est mauvais. Disaient beaucoup de calvinistes, de puritains, qui considéraient que le péché originel avait durablement dégradé la nature humaine, et que seule la grâce divine pouvait, c'est possible, certains le pensent encore, peut-être ont-ils raison, c'est une affaire de croyance, évidemment, de foi, que seule la grâce peut nous arracher à notre nature pécheresse, que par nature, malheureusement, depuis Adam, c'est râpé. Alors, une jeune fille qui nous ramène à une question plus personnelle. Gavanlo pose sa question, élève de première ES3. Comment êtes-vous venu à faire des recherches sur Thomas Hobbes? Vous voulez qu'on transforme mon intervention en discours d'égo-histoire, comme on dit oui, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais puis vous avez la gentillesse de m'interroger là-dessus, donc je ne veux pas rester sans réponse. À l'origine, lorsque ça arrivera peut-être, sans doute, même à certains d'entre vous, donc j'ai suivi un cursus d'études traditionnel, donc après le bac, que j'ai passé il y a fort longtemps, je ne dirais pas en quelle année. Ça a été une année mouvementée dans l'histoire de la France contemporaine, donc je n'en dirai pas plus. J'ai suivi des études, donc j'étais en classe préparatoire, donc ensuite à l'école normale, et donc j'ai suivi des études d'anglais. Donc une licence, une maîtrise, l'agrégation, et après l'agrégation d'anglais, j'ai été tenté donc par une carrière universitaire, et pour faire une carrière universitaire, pour entrer à l'université comme enseignant-chercheur, comme on dit maintenant, il faut être docteur, il faut faire un doctorat. Donc pour faire un doctorat, il faut avoir un sujet et avoir un directeur qui accepte de vous diriger sur le sujet que vous lui proposez. Il n'est pas obligé de l'accepter, évidemment. Et donc j'avais rencontré quelqu'un à la Sorbonne qui avait une personnalité tout à fait marquante, un homme à qui je dois beaucoup, comme d'autres, à qui j'avais proposé comme sujet de thèse pour un doctorat d'État à l'époque, De Gaulle et l'Angleterre. De Gaulle et l'Angleterre, vous saurez tout, donc, parce que le personnage du général de Gaulle m'intéressait beaucoup, me fascinait à certains égards, et évidemment il y avait des rapports très directs entre lui et l'Angleterre, des rapports à la fois factuels, mais aussi, pensais-je, des rapports qui allaient au-delà. Il me semblait que dans les idées politiques du général de Gaulle, il y avait des choses des idées qui n'étaient pas sans évoquer, certaines problématiques qui avaient justement été étudiées, théorisées en Angleterre au cours des siècles passés. Et donc cette thèse devait être une thèse en fait d'histoire des idées sur les rapports entre De Gaulle et la pensée politique anglaise classique. Et donc c'est ça qui m'avait amené à lire de plus près. Au fond, je ne savais pratiquement rien sur Hobbes. Moi, j'en avais entendu parler, peut-être que ça sera votre cas. Aucun d'entre vous n'est encore en terminale. Donc, non. Donc peut-être qu'en terminale, dans vos cours de philosophie, vous entendrez parler de Hobbes. Je vous le souhaite. Enfin, je pense que ça pourrait être intéressant. Et donc j'avais entendu mentionner son nom, vaguement, les rudiments de sa philosophie. Et donc voilà, ce professeur de la Sorbonne avait accepté de diriger cette thèse, qui était en fait une thèse trop audacieuse, téméraire en vérité, téméraire parce que elle tirait trop à la fois du côté de l'histoire pure, entre guillemets, et de l'histoire des idées précisément, avec des rapprochements qui pouvaient paraître un petit peu arbitraires entre un homme politique qui lui-même n'était pas
théoricien politique, il n'était pas un philosophe, et puis des philosophies ou des systèmes de pensée politique très, très éloignés dans le temps, donc qui étaient nés dans des contextes historiques très différents. Donc du côté des historiens des idées, ça paraissait en dehors de ce directeur bienveillant et qui avait le goût du risque, du côté des historiens des idées, le sujet paraissait vraiment un petit peu bizarre. Les historiens trouvaient ça encore plus incongru, et donc au bout de quelques temps, j'ai renoncé à ce sujet. En plus, ce directeur malheureusement est mort prématurément, donc il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre pour me diriger, et je me suis dit au fond, ne perdons pas de temps, n'en faisons pas perdre à d'autres aussi, à des directeurs qui ont d'autres choses à faire que de diriger des thèses un peu fantaisistes. Et donc, concentrons-nous, recentrons-nous, concentrons-nous sur quelque chose de plus classique. Donc, laissons tomber, provisoirement peut-être, mais en fait c'est un provisoire qui a duré, laissons tomber le général de Gaulle, qui au fond n'a pas besoin de moi pour survivre dans la postérité, et donc concentrons-nous sur un de ces grands auteurs auxquels je pensais déjà à l'époque, parmi lesquels Hobbes. Je me suis dit Hobbes à lui tout seul mérite certainement qu'on lui consacre quelques heures, voire quelques années, ce qui a été le cas. Voilà, j'ai été frappé, peut-être, enfin sûrement même, sous l'influence de ce professeur, de ce premier directeur de thèse, j'ai été frappé par l'intérêt que présentait la théorie politique de Hobbes pour comprendre non seulement son époque, la façon dont il interprétait les événements de son temps, la façon dont il appelait ses contemporains, ses compatriotes, à commencer par ses compatriotes, à se représenter différemment, la chose politique, l'obligation politique. Et puis il me semblait qu'il y avait aussi beaucoup à retenir de lui pour comprendre notre propre situation de citoyen d'un État moderne. Voilà, je crois profondément qu'il y a à garder chez les auteurs, pas seulement Hobbes, évidemment, je peux dire beaucoup aussi à retenir de Jean-Jacques Rousseau, d'auteurs plus proches de nous dans le temps, à retenir de Hegel, que sais-je, de Nietzsche, de qui vous voudrez, de Marx. Je pense que je dis ça parce qu'au fond, comme vous aurez peut-être l'occasion de le constater plus tard dans votre scolarité, il y a un courant très fort quand même chez les historiens des idées, donc vous le verrez dans vos cours peut-être de philosophie ou d'histoire, ou de sciences politiques, enfin, un courant très fort à notre époque, il est d'ailleurs beaucoup plus fort encore chez nos amis anglo-saxons, qui tentent à considérer les auteurs passés, et un passé qui peut être proche en fait, comme des auteurs morts qui ne peuvent être compris qu'en étant resitués dans leur contexte historique, ce qui évidemment est normal. On ne peut pas comprendre Jean-Jacques Rousseau si on fait abstraction de ce qu'était Genève, la France au XVIIIe siècle. Bon. Mais il s'agit pour beaucoup de ne considérer que le contexte, et on postule, ceux auxquels je pense, postulent qu'il n'y a rien à retenir de ces auteurs, que Platon ne nous apprend rien. Tout ce que dit Platon, comme je dirais Cicéron, donc je sais pas, Thomas d'Aquin, ce qu'ils disent ne présente d'intérêt que pour comprendre leur époque. Alors c'est déjà beaucoup, évidemment, c'est déjà beaucoup. En effet, si on arrive, grâce à la lecture de Platon, à comprendre ce qu'était la démocratie athénienne, très bien. Mais je crois que si ça n'était que cela, s'il n'y avait que cette raison-là de lire Platon, mon Dieu, on pourrait lire des auteurs plus distrayants, soit dit en tout respect pour la mémoire de Platon. Même chose pour, je sais pas, pour d'autres auteurs. Je crois que il y a le jugement qu'a porté la postérité sur l'importance relative, évidemment, des grands auteurs du passé. Ça vaut pour les philosophes comme ça vaut pour évidemment les auteurs littéraires. Est un jugement qui a sa justification. Si on considère que
que Descartes a une importance particulière dans l'histoire de la pensée, ça n'est pas sans bons arguments. Et donc je pense qu'il y a à retenir de ce que nous dit Descartes sur le fonctionnement de l'âme humaine, hein, sur notre rapport au monde. Même chose pour, plus pour Hegel ou qui vous voudrez. Hein. Et donc ça vaut aussi, bien sûr, pour les auteurs politiques comme Hobbes, comme Locke, évidemment, sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé au fil des années, ou comme Jean-Jacques Rousseau, comme Montesquieu, comme Voltaire. Si l'intérêt que nous portons aux auteurs du passé était un intérêt purement documentaire ou un intérêt purement archivistique, vous voyez, on pourrait s'arrêter là. On pourrait, au fond, vivre à grain, on peut vivre heureux sans avoir lu Montesquieu. Hein. Je suis désolé, mais on peut le dire. Hein, alors, on peut le dire. Mais ça, on se priverait quand même d'un puissant secours pour comprendre notre temps, notre propre temps, il me semble. Professeur Lessé, Oui. vous avez du succès puisqu'il y a d'autres questions, notamment Dorian Pichat, première ES3. Comment Hobbes conçoit l'État par rapport à Rousseau? Il conçoit l'État de manière différente, ou plutôt c'est Rousseau qui le pense différemment. Rousseau reprend beaucoup à Hobbes, comme Locke. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Locke. Hein. On dit que c'est le premier grand... oui. Pardonnez-moi, parce que je pense qu'il y a une question proche de notre élève qui peut-être est formulée de manière plus précise. Allez-y. Quelle est la différence entre les souverainetés populaires telles que Rousseau le conçoit dans le contrat social et l'État tel que Hobbes le conçoit? Oui, mais ce que j'allais vous dire, c'est que Rousseau emprunte beaucoup à Hobbes, dans la méthode, par exemple, ou dans le cheminement, dans le souci d'ancrer, d'enraciner la théorie politique dans une anthropologie, c'est-à-dire dans un certain discours sur la nature humaine, sur les passions, si on veut les appeler ainsi, et sur la déduction qu'il fait de son discours anthropologique sur un homme bon et dégradé dans sa nature par la société, la déduction qu'il fait de la nécessité d'un contrat social pour arriver à bâtir une société qui soit constituée de manière à nous rendre à l'harmonie originelle. Donc c'est déjà beaucoup, évidemment, que de reprendre ce cheminement, de pensée. Il y a beaucoup de choses qui, évidemment, sur ces bases-là, différencient Rousseau de Hobbes. À savoir, évidemment, on en a déjà parlé, la conviction que l'homme est bon, naturellement, alors que Hobbes ne se prononce pas, au fond, il ne dit pas qu'il est bon ou mauvais, il est comme il est, voilà. Que l'homme est bon, que la société est mauvaise, et que le contrat social doit à la fois se traduire, c'est l'expression même qu'utilise Rousseau dans le contrat social, par une aliénation totale. Une aliénation totale, l'expression figure textuellement. Une aliénation totale de l'individu dans et par le contrat social, c'est-à-dire que nous devons renoncer totalement, sans la moindre réserve, à notre liberté d'origine, pour nous transformer en citoyens. Là aussi, le schéma n'est pas sans évoquer Hobbes. Pour nous transformer en citoyens, et ce que ça signifie un peu plus concrètement, pour bénéficier des effets de la volonté générale. Cette volonté générale qui s'exprime, au fond, pour essayer d'être un peu plus clair, dans le contrat social de Hobbes, il y a des volontés individuelles qui s'associent. D'accord ? Chacun, il faut que ça soit unanime. Si certains refusent de participer au contrat social, l'état de nature, c'est-à-dire le conflit, subsistera. Donc il faut qu'il y ait unanimité, association de toutes les volontés individuelles, alors que
dans le contrat social de Rousseau, ce qui s'exprime, ce qui se manifeste, c'est la volonté générale. La volonté générale, donc, de se soumettre à une autorité à laquelle on aliène totalement sa personne et ses biens. Il n'y a rien à en craindre, à en redouter, affirme Rousseau. On n'est pas obligé de le suivre, évidemment. Rien à en redouter parce que la volonté générale est infaillible. La volonté générale, ce qui la guide, ce qui l'inspire, ce qui l'anime, c'est la raison. C'est la raison. La raison ne se trompe jamais. La volonté générale, elle prendra la forme de loi, du souverain, de la République. Elle prendra la forme de lois qui sont destinées à remplir donc cette fonction de restaurer l'harmonie originelle. Lois qui sont, puisque la volonté générale est infaillible, lois qui sont forcément elles-mêmes parfaites. Parfaites. Alors, vous voyez, là, on s'éloigne beaucoup de Hobbes, parce que Hobbes ne dit, bien qu'il passe pour le théoricien de la souveraineté absolue, ne dit jamais que le souverain a toujours raison, que les lois du souverain sont toujours bonnes et parfaites, qu'on ne peut pas les discuter. Bon, j'ai fait rapidement allusion, mais dans le Léviathan, vous trouverez des passages où Hobbes dit que, par exemple, quand l'impôt est mal calculé, qu'il pèse trop lourdement sur certaines personnes, ou quand la répartition des terres n'est pas conforme à l'idée qu'on peut se faire de la justice, eh bien on peut contester les décisions du souverain. Et des juges peuvent très bien arbitrer, c'est même une des fonctions essentielles de la justice que d'arbitrer les conflits ou les contentieux qui peuvent exister entre les individus et l'autorité, administrative ou autre. Mais ce n'est pas le cas chez Rousseau du tout, et c'est pour ça que certains disent que Rousseau, malheureusement, ce qu'on voit, c'est ce qui s'est ébauché chez Rousseau, c'est un état totalitaire dans lequel le chef ou les chefs n'ont jamais tort, ils ne peuvent pas avoir tort, puisqu'ils sont l'expression de la volonté générale qui est infaillible. Et donc, entre autres, entre autres disciples, évidemment, les Jacobins français de la Révolution, qui étaient imprégnés de littérature rousseauiste, ont fait beaucoup marcher la guillotine au nom de ces principes, en disant que ceux qui contestaient la politique qu'ils menaient s'opposaient à la volonté générale, qui est infaillible, et donc n'avaient aucune justification à leur opposition. Donc on a pu écraser les adversaires, les réduire au silence, censurer, bannir, massacrer les Vendéens, entre autres, la révolution, la terreur qui n'était pas donc considérée du tout comme un mal, mais au contraire comme un bien, comme une nécessité tout à fait rationnelle et même raisonnable. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui ne se conçoit pas dans la perspective d'un Hobbes, si attaché fut-il à ce qu'il appelle une souveraineté absolue. Au fond, ce qu'il appelle une souveraineté absolue, c'est une souveraineté dont on ne conteste pas l'existence en tant que telle. On peut contester ses décisions, ses apparences, sa forme. On peut changer même la forme du gouvernement. On peut passer d'une monarchie à un empire ou à une démocratie, mais c'est pas ça qui dit-il, je pense qu'il a raison, c'est pas ça qui altère l'essence même de la souveraineté, cette essence qui réside, une fois de plus, dans la préoccupation exclusive de la paix civile. Alors, ça peut être déplaisant, une fois de plus, ça peut paraître déplaisant. Par exemple, il n'est pas agréable de penser, ce que dit Hobbes, qu'il faut reconnaître au souverain le droit, la capacité, capacité pas toujours, mais le droit en tout cas, de censurer les opinions. C'est affreux, la censure, quelle horreur, ben oui, mais même à partir du moment, mais quelles expressions pourront-elles tomber sous le coup de la censure? Celles qui portent atteinte justement au contrat social, c'est-à-dire à la reconnaissance que nous devons avoir de la légitimité du pouvoir et de sa légitimité à tout faire pour assurer notre protection.
protection, notre sûreté. À partir du moment où une opinion politique, religieuse, philosophique porte atteinte au contrat social, il est normal que le souverain la censure. Et au fond, nous le reconnaissons nous-mêmes dans l'état où nous sommes, je veux dire l'état avec un grand E, l'état dans lequel nous vivons, lorsque la loi interdit l'expression d'opinion comme l'apologie du crime de guerre, l'apologie du crime de guerre, ou l'apologie des atteintes aux droits de l'homme. On n'a pas le droit, la loi poursuit ce genre d'opinions qui ne sont pas considérées comme des opinions tolérables, tolérables dans une démocratie, parce qu'elles portent atteinte, une fois de plus, à quelque chose de fondamental. Si les crimes de guerre ou si les génocides qui ont pu être commis, qui malheureusement sont encore parfois commis de nos jours, devaient pouvoir être valorisés d'une manière ou d'une autre, eh bien, la société serait en danger. La société serait en danger. On pourrait considérer que ce qui nous lie, ce qui nous permet de vivre en paix, de coexister pacifiquement ou à peu près, et tout à coup se trouve mis en question, sur un point fondamental. On peut ensuite discuter évidemment de la façon dont la loi est appliquée, dont la loi est formulée, le cas échéant, mais même nous citoyens d'un État démocratique, généralement reconnaissons la légitimité de ces lois, de cette législation qui interdit l'apologie de la violence. Vous ne pouvez pas non plus écrire dans un journal qu'il faut tuer monsieur machin ou tuer madame truc. Vous n'avez pas le droit, même si c'est votre opinion plus profondément ancrée. Vous n'avez pas le droit. C'est vraiment une atteinte éclatante au contrat social. On n'appelle pas au meurtre. L'appel au meurtre n'est pas justifié. Vous n'avez pas le droit. Donc, même que vous n'avez pas le droit d'écrire que Hitler avait raison, qu'il faut reprendre l'œuvre de Hitler là où il l'a laissée, vous n'avez pas le droit de dire que monsieur Truc ou telle catégorie d'individus doit être liquidée. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc, on peut ne pas appeler ça censure si le mot déplaît. Il est vrai qu'il n'est pas agréable, mais ça ressemble quand même à la censure. Donc ça, Hobbes le reconnaît, mais une fois de plus, le reconnaît et le proclame même, mais au nom, une fois de plus, au nom de la paix civile. Les doctrines qui doivent être censurées sont celles qui portent atteinte à la paix civile. Deux dernières questions, oui. Professeur Lessé. D'abord une question de Zinedine Oulmamar, première ES3. Oui. Un peu long. Ah. Ça me reposera. Qu'est-ce qui peut nous assurer que ce souverain ne sera pas capricieux? Et quels sont les garde-fous, en plus des lois, qui peuvent empêcher de faire que ce souverain fasse n'importe quoi? Parce qu'on a pu remarquer que dans le Second Empire, en France, c'était n'importe quoi. Oui, je ne sais pas pourquoi vous prenez cet exemple du Second Empire, qui n'a pas été le pire, sans mauvais jeu de mots ou mauvaise rime. Mais enfin, c'est vrai que le Second Empire n'est sans doute pas un régime bien admirable. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Malheureusement, il faut bien reconnaître que Hobbes, qui n'est pas parfait, dans la théorie n'est pas parfaite, laisse apparaître un point aveugle, dans sa théorie, peut-être parce qu'il n'est pas suffisamment attentif aux questions constitutionnelles. Donc il ne prévoit pas, en effet, de mécanismes qui nous garantissent que le souverain n'abusera jamais de manière despotique ou tyrannique de sa puissance. Et il se gausse d'ailleurs, de manière très sarcastique des discours qui étaient très courants en son temps contre la tyrannie du roi, la tyrannie du Parlement, le cas échéant. Donc évidemment, ça donne l'idée que ça pourrait donner l'impression qu'il était indifférent aux abus de pouvoir. En fait, je crois qu'il ne l'était pas du tout. D'ailleurs, dans les quelques écrits qu'il a consacrés
aux événements de son temps, c'est à la guerre civile anglaise et à la Révolution, parce qu'il a écrit plusieurs textes où il analyse cette guerre civile, ce qui selon lui l'a provoqué, ce qu'elle a produit en bien ou surtout en moins bien. Dans ces quelques textes, on voit bien qu'il admet parfaitement de reconnaître qu'un souverain peut se comporter mal, de manière abusive, de manière arbitraire, inepte, et donc totalement injustifié. Donc il ne prévoit rien, parce que ça serait au fond un petit peu contradictoire avec son projet que de prévoir justement des mécanismes de protection contre cela. Ça serait reconnaître d'une certaine manière qu'à côté de la question de la souveraineté, il y a celle de l'organisation des pouvoirs publics avec des limites à ne franchir, à ne pas franchir, ce qui selon lui risque fort de nous ramener à des situations de conflit comme on en connaît dans l'état de nature. Mais du coup, il ne se prononce pas, sinon pour laisser entendre très clairement, je ne sais pas si ça apparaissait dans ce que j'en disais tout à l'heure, mais en laissant entendre que quelqu'un qui a un souverain, et une fois plus souverain, vraiment il faut y insister, c'est pas forcément quelqu'un qui porte une couronne, ça peut être un parlement, ça peut être une assemblée, ça peut être un politburo, que sais-je, ça peut revêtir différentes formes et s'appeler de manière très diverse. Un souverain qui abuse de son pouvoir ou qui se comporte de manière totalement incompétente, déraisonnable, cruel, qui est corrompu, ce souverain-là, il ne restera pas en place très longtemps. Parce qu'une fois de plus, les hommes étant ce qu'ils sont, ils ne supporteront pas ad vitam aeternam un tel pouvoir. Il y a un moment où ils en auront assez, et où ils cesseront justement de prêter obéissance à ce pouvoir. Au début, ça pourra ne concerner qu'un petit nombre, mais ensuite le champ de la contestation s'étendra. Et au fond, l'histoire a confirmé la justesse de cette idée, je pense. Je ne dis pas ça du tout pour justifier l'absence de contre-pouvoir ou l'absence de mécanismes de contrôle des actes du souverain. Mais l'histoire l'a justifié. Aucun régime tyrannique, les hommes passent, mais les régimes tyranniques aussi. Aucun régime tyrannique n'a duré au-delà d'un temps limité. Même les États, prenons le cas de l'URSS, un État dont on pouvait penser que vraiment il était assuré de durer d'un État policier, donc tyrannique de la vie de tous. Enfin, je pense que quasiment personne ne le nierait. Mais au début des années 80, personne n'aurait pensé que cet État s'écroulerait, ne serait-ce qu'en raison de la force de ses moyens de répression et de contrôle de l'opinion publique. Même ce pouvoir a fini par s'écrouler, tout simplement parce que à un certain moment, la société a cessé de fonctionner. Le contrat social ou le semblant de contrat social qui existait pour maintenir ce pouvoir en place, parce que à côté de ses actes tyranniques, il apportait évidemment des formes de, je ne sais pas comment appeler ça, des formes de confort, enfin de confort minimal, de garantie d'emploi, de gratuité pour certains services sociaux. Au fond, les citoyens pouvaient s'imaginer, les citoyens pouvaient trouver qu'en échange de leur liberté, de leurs droits, même les plus fondamentaux, il y avait des avantages, quelques avantages minimaux qui pouvaient être, à partir du moment où il est apparu que même ces avantages ne pouvaient plus exister parce que l'économie allait de plus en plus mal, parce que la société a cessé de fonctionner. Il y a quelqu'un, un chef, Gorbatchev, qui
qui a jugé, à juste titre, que ça ne pouvait plus durer, et qu'il fallait complètement réformer le système. Alors lui pensait le réformer, puis en fait le système s'est purement et simplement écroulé. Écroulé, plus personne n'a été en mesure de le défendre ou de vouloir le maintenir en place. Une dernière question, parce qu'ensuite les élèves vont bien sûr prendre leur cours. Voilà, une dernière question de Lauriane Médé, seconde 16. La Révolution anglaise de 1648 a-t-elle eu une influence sur les philosophes des Lumières? Bien sûr, influence, elle était connue, et il faut s'imaginer ce qu'a été le retentissement qu'a eu le régicide anglais, le fait que le roi d'Angleterre, roi de droit divin, le roi à une époque où presque tout le monde est convaincu que le pouvoir existe par la volonté divine. Le fait que ce souverain ait été traduit en justice, traîné devant un tribunal, accusé d'avoir gouverné de manière despotique et qu'il ait été condamné et décapité en place publique, ça a eu un retentissement énorme. Et donc toute l'Europe a connu cet événement, en a été généralement scandalisé, et donc les philosophes des Lumières, comme tout le monde à leur époque, connaissaient parfaitement cet épisode historique, et donc ont pu aussi en tirer des leçons politiques. Mais maintenant, les philosophes des Lumières, vous savez, pour beaucoup d'entre eux, ils avaient beau être des philosophes éclairés, ils n'étaient pas hostiles à certaines formes de despotisme. Voltaire admirait beaucoup la grande Catherine de Russie, Frédéric de Prusse. Donc, même s'il reconnaissait que Charles Ier n'avait pas été un souverain très habile ni très compétent en tant que souverain, il n'était pas tant que ça à lui reprocher. Et donc sa condamnation et son exécution, pratiquement personne ne les a défendus. Il y avait une petite... de l'autre côté de l'Atlantique, oui, de l'autre côté de l'Atlantique, chez les pères fondateurs des États-Unis, il y avait évidemment, puisque au fond c'était des Anglais, l'Amérique, les États-Unis, ils ont été fondés par des Anglais, du côté des pères fondateurs qui connaissaient par cœur tous les écrits politiques de la période révolutionnaire, il y avait évidemment des gens qui étaient tout à fait convaincus des bienfaits d'un régime républicain, et qui donc dans cette mesure pouvaient accepter, même s'ils reconnaissaient que c'était un acte cruel, accepter que l'exécution de Charles Ier ait été jugée nécessaire par certains de ses compatriotes contemporains. Mais du côté des philosophes des Lumières, les opinions étaient très variables. Merci infiniment, professeur Lessé. Nous vous remercions une nouvelle fois. Je pense que les élèves se souviendront de ce premier contact avec l'enseignement supérieur. Et aussi, ils auront compris que quand on leur dit la difficulté qu'il y a à rejoindre l'enseignement supérieur, eh bien, ils l'auront compris d'autant plus. Donc, merci à vous encore. Merci à vous, Jacqueline. Merci.